Bienvenue sur les épisodes du collectif So Wow. Nous sommes 5 podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine. Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations et nous donnons de l'écho aux acteurs et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'épisode 3 du collectif So Wow. Attends Valentine, tu t'es trompée, c'est pas du tout So Wow, c'est So Wow. C'est vrai qu'on peut aussi dire So Wow. En tout cas, bienvenue pour cet épisode aujourd'hui qui concerne le sujet du lien. Après l'engagement et la santé mentale, ça nous a paru être une notion fondamentale à aborder. Alors aujourd'hui, vous avez autour de la table Delphine Zanelli, du podcast L'entreprise de demain, conférencière et experte en leadership. Sophie Plumer, de Chef, productrice de podcast spécialisée dans les sujets RH et management. Léa Audrin du podcast Le Tilt et je suis coach et formatrice en transition professionnelle. Et moi, je suis Valentine Gattard du podcast Work Narratives, coach et conférencière spécialisée dans les évolutions du rapport au travail. Les grandes questions que nous allons aborder dans cet épisode, c'est pourquoi c'est essentiel de s'intéresser à la notion du lien aujourd'hui, comment on fait pour créer du lien en entreprise et comment on s'adapte au contexte mouvant que nous traversons, le tout dans un enjeu profond de réhumanisation du travail. À la fin de l'épisode, vous pourrez retrouver Jeanne Deplu, qui n'a pas pu être présente avec nous pour l'enregistrement et qui vous propose une riche conclusion des grandes idées de notre conversation et des éclairages complémentaires. Alors pour démarrer, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi c'est fondamental d'aborder la question du lien en entreprise aujourd'hui, fin 2023 ? Je prends ma casquette de RH. Dans RH, il y a H, les liens humains. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime et ma préoccupation en entreprise. La question que tu poses, c'est fin 2023. Et ce qui m'interpelle, c'est que depuis finalement 2020, on a vécu des transformations assez profondes de l'organisation du travail et du coup des liens qui se créent, des liens entre les équipes, entre les collaborateurs qui peuvent se créer en entreprise. On a vécu le Covid avec beaucoup d'isolement, qui a donné suite à un développement massif du télétravail, à des modes de fonctionnement asynchrones. Et en fait, tout ça fait que des liens du quotidien qui pouvaient se passer à la machine à café, qui pouvaient se passer dans l'ascenseur, qui pouvaient se passer facilement à la cantine ou autre, en fait, ces petits liens du quotidien, ils sont partis. Ça a eu pour conséquence de parfois désengager des collaborateurs qui venaient vraiment au travail pour la bonne ambiance, pour revoir des collègues avec qui ils s'entendaient bien, etc. Et ça a eu une conséquence sur la santé mentale, notamment sur la santé mentale des plus jeunes, des gens qui rentraient dans l'entreprise, qui rentraient dans le monde du travail et qui finalement sont rentrés dans un monde du travail un peu presque déshumanisé. Donc bien sûr, depuis, on a retrouvé une vie normale avec la présence au bureau dont les entreprises se sont vraiment emparées et on fait un petit coucou à Yemanja pour ça, notre partenaire. Mais voilà, on a quand même un monde du travail un petit peu plus déshumanisé ou qui peut paraître un petit peu plus déshumanisé et pour moi, la question du lien, elle est essentielle. Je suis d'accord avec toi Sophie, justement moi en tant que coach et formatrice en transition pro, je le vois tous les jours avec les gens que j'accompagne. En fait, ce sont des personnes qui questionnent le lien qu'elles ont avec leur travail, avec leur entreprise, leur poste, et qui ont envie justement de le redessiner, ce lien-là. Ça m'intéresse Léa, quand tu dis qu'elles questionnent le lien, c'est quoi les questions concrètes qu'elles se posent, les personnes qui viennent te voir ? Moi, je vois ça en 3 piliers. Il y a d'abord la question du sens pour soi. On peut le voir au niveau du poste et des missions. Donc, est-ce que ce que je fais au quotidien, ça a du sens et ça résonne avec qui je suis ? Et on peut le voir aussi au niveau de l'entreprise. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, il y a le lien avec les compétences et les talents de la personne. Est-ce que les évolutions professionnelles que j'ai eues dans ma carrière récemment, elles viennent nourrir là où je suis bonne, là où je suis bon ? Et est-ce que ces compétences que j'utilise au quotidien, c'est là où j'ai envie d'aller dans ma carrière ? Ça, c'est le second pilier. Et puis le troisième, c'est ce que moi, j'appelle la forme de travail, qui comprend bien sûr le lien avec les gens qu'on voit au quotidien et qui on interagit. Et puis aussi la notion de temps et la notion d'espace qu'on vient questionner. Oui, moi, je parlais beaucoup du lien aux autres, mais du coup, tu rajoutes le lien à l'entreprise, au projet d'entreprise, et le lien à soi, qui est super important. Exactement. Et en fait, je pense que ce qui est important aussi de remettre en lumière dans notre discussion, c'est que on questionne un problème qui est systémique. Comment est-ce qu'on fait du lien dans un système qui est l'entreprise ? Et moi, je propose de le questionner de manière individuelle. Et c'est important de comprendre
la granularité. Exactement. Delphine, toi qui fréquentes des leaders et des managers au quotidien, est-ce que la question du lien est une question qu'ils se posent ? Pour les managers, globalement, ce qui les motive, c'est de faire collectif avec leurs équipes. Ils ont besoin de leurs équipes, ils ont envie de travailler en équipe. Et donc, la question du lien se pose par rapport à la montée de l'individualisme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils ont face à eux des individus plus que des équipes. Et la question, c'est comment on va pouvoir refaire équipe, on va pouvoir refaire collectif et au sens global de l'entreprise également. Ouais, c'est hyper intéressant tout ce que vous dites. Moi, ça m'évoque justement notamment un épisode que j'ai enregistré avec Denis Penel qui raconte exactement ça, à quel point le travail aujourd'hui, il s'individualise tout en s'inscrivant dans des nouveaux collectifs. Alors à la fois dans le salariat et en dehors du salariat. Et aujourd'hui, on doit, il dit, créer des liens qui libèrent. C'est pour ça que cette question du lien, elle est fondamentale. Et j'ai aussi envie de vous partager les résultats d'une étude qui a été menée à Harvard pendant plus de 70 ans. C'est notamment une des vidéos TEDx les plus visionnées au monde. C'est un chercheur qui nous raconte à quel point ce qui nous maintient heureux et en bonne santé, physique et mentale, ce sont les relations de qualité. Donc c'est pour ça que c'est absolument indispensable de s'intéresser à cette question du lien, et notamment en entreprise, parce que moi je pense que les entreprises sont une forme de fiction, en tout cas un projet auquel on décide d'adhérer, mais qu'à l'intérieur, la réalité de ce qui se passe, la réalité de la vie, ce sont les liens et nos interactions les uns avec les autres. Je suis totalement d'accord avec toi, Valentine, et en fait, moi je le vois beaucoup quand je vous parlais des piliers tout à l'heure. Souvent, ce qui est questionné, c'est la qualité des relations qu'on a avec l'équipe. Mais alors par rapport à ça, je pense qu'il y a une posture qui doit évoluer, et c'est pour ça que je parle beaucoup de passer d'une posture de manager à leader. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ce sont des communautés qu'on anime. Aujourd'hui, les codes ont changé, on réfléchit et on agit par communauté. Et donc c'est en fait comment je vais recréer une communauté, comment je vais quelque part animer une tribu. Donc on peut être sur la notion de tribu et de communauté. Et comment est-ce que je vais pouvoir permettre aux gens, en intégrant cette communauté ou cette tribu, d'y trouver un intérêt personnel, parce qu'il faut pas qu'on oublie, l'individualisme est monté, on va pas changer les choses demain matin. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on peut connecter l'intérêt personnel, l'intérêt collectif, et comment est-ce qu'on peut intégrer à cette notion de tribu. On voit bien qu'on veut plus être enfermé par l'entreprise, qu'on veut plus des liens indéterminés, on veut plus des liens, les jeunes demandent des CDD, enfin c'est quand même symptomatique. Donc à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on va créer qu'on accepte que ça soit des liens parfois plus éphémères, parfois différents, mais avec cette notion de communauté. Et donc, qu'est-ce qu'on va apporter à l'individu ? Qu'est-ce que la communauté va apporter à l'individu ? Et qu'est-ce que l'individu va pouvoir apporter à la communauté ? Alors justement, maintenant qu'on a planté ce décor, qu'on a un peu commencé à explorer le lien sous ses différentes facettes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ça ? Moi, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Je travaille avec beaucoup de grosses entreprises, parmi les plus grosses entreprises françaises, comme La Poste ou la SNCF, par exemple. Et ces entreprises, elles définissent une mission d'entreprise, un projet d'entreprise, où elles cherchent à fédérer tous les collaborateurs. Mais en fait, c'est super difficile de fédérer autour d'une même mission 30 000, 50 000, 200 000 personnes. Et pour cela, en fait, elles font exactement ce que vous disiez, Delphine et Léa, c'est qu'en fait, elles cherchent à un peu décentraliser et créer des expériences collaborateurs très en local et tourner autour de projets qui s'inscrivent complètement dans la vie quotidienne et opérationnelle des collaborateurs. J'ai créé un podcast pour une de ces entreprises au service d'un projet où, en fait, les contributeurs du projet étaient répartis dans la France entière sur différents sites. Et en fait, avec le podcast, on arrivait à faire créer des liens entre les gens où le projet avait une existence. Et donc ça, on peut se poser la question de comment on crée une expérience collaborateur au niveau local. Comment on fédère des communautés autour de projets. Donc ça peut être en travaillant bien sûr sur un sujet précis, ça peut aussi être dans la communication et les moyens de communication qu'on utilise. C'est facile quand les gens ils sont dans les bureaux et ils se voient tous les jours dans la même salle pour travailler sur ce projet. Mais il y a des moyens comme le podcast qu'on adore toutes les quatre qui peuvent permettre de créer des liens
dans une communauté qui est plus répartie sur différents sites. Et finalement, en les interviewant, en leur donnant la parole, en créant un podcast sur ce sujet-là, ça a permis de créer du lien entre eux, mais aussi de créer du lien entre cette communauté et le reste de l'entreprise qui savait beaucoup plus aussi ce que faisait cette communauté qui était sur des travails de méthodes agiles, en l'occurrence, pour donner un peu plus de concret. Et ce que tu fais, Sophie, résonne avec une proposition que je peux vous faire, que je propose régulièrement aux managers, parce que créer le lien, c'est aussi par le fait d'apprendre à mieux se connaître. Et en fait, en entreprise, traditionnellement, dans un univers assez corporate, on se dévoile pas beaucoup. Donc il y a 2 choses par rapport à ça. La première, c'est qu'aujourd'hui, on sait que diriger avec vulnérabilité, c'est une clé. Ça veut dire quoi, diriger avec vulnérabilité ? Ça veut dire exprimer c'est le fait qu'on ait besoin d'aide, exprimer les difficultés qu'on rencontre, et voilà, avoir une forme beaucoup plus authentique d'expression. Mais c'est pas toujours un exercice facile. Et l'autre chose aussi qui me paraît clé, c'est de permettre aux personnes de mieux se connaître à travers ce qu'elles font au quotidien. Donc ce que tu citais, Sophie, me fait penser à une époque, je faisais des vies ma vie en entreprise, mais aujourd'hui, quelque chose d'assez simple et assez puissant, je trouve, c'est de passer un petit peu de temps à régulièrement se demander quels sont les projets dans lesquels on s'est senti vivant, appartenant à cette communauté en tant que collaborateur, et se demander qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est joué, quelles sont aussi les qualités qu'on a mis en œuvre, quelles sont du coup valoriser notre rapport au collectif en fait, qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ça se passe comme ça, et ensuite formuler des souhaits pour que ça se passe plus souvent. Donc là, ce que je vous explique, c'est de l'appreciative inquiry. C'est une méthode assez claire mais assez simple à mettre en place, et en fait qui permet, je vois quand je le fais avec des codires qui pourtant travaillent ensemble tout le temps, et à chaque fois ils se découvrent. Ils se découvrent, et pourtant on parle de projet business. Je suis pas en train de les emmener sur du personnel, sur de l'individuel. Mais je suis en train de leur donner l'occasion d'exprimer des moments où ils se sont sentis extrêmement vivants au service du collectif, contributifs, de valoriser leur rapport puisqu'ils parlent de leur qualité, et ensuite de dire qu'est-ce qu'ils voudraient qu'il se passe pour que ça se passe plus souvent. Et ça donne des pistes effectivement pour recréer le collectif, par exemple là au sein d'un codir, mais ça peut être au sein d'une équipe, etc. Il y a une image qui me vient en tête quand je t'écoute, Delphine, c'est l'image de la couleur. On parlait des transformations du monde du travail qui se sont accélérées depuis le Covid, mais qui sont en marche depuis bien plus longtemps. Et en fait, la couleur, ce sont les émotions en entreprise. Je suis entrée sur le marché du travail en 2011. Aujourd'hui, on est en 2023. En 2011, on me disait « Ne montre pas tes émotions en entreprise ». Et ça me paraissait être une photo en noir et blanc de l'entreprise. Aujourd'hui, parler de la vulnérabilité, parler de ce qui nous rend vivants, parler des liens entre les gens qui sont des liens humains et qui génèrent des émotions, là, c'est un peu l'entreprise en couleur. Et du coup, Léa, je m'interroge parce que toi qui accompagnes des individus, parce que moi, finalement, je gère plutôt des collectifs managériaux ou de comités de direction, toi qui interroges les individus, est-ce que dans ce lien qui s'est défait, ça vient aussi d'une non-valorisation en fait, quand on parle de moments où t'es vivant, quand on parle de singularité, Sophie, on parle d'individualité. Et donc, je reviens sur cette société qui s'individualise, mais aussi avec le bon côté, parce que l'entreprise, vous avez peut-être un peu trop globalisé. Et est-ce que pour toi, ça vient du fait d'une impossibilité d'exprimer cette singularité avec ce qui va avec, quoi? Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. En revanche, je pense qu'il y a des facteurs un peu communs. Moi, dans ma méthode, dans la manière dont j'aborde ce sujet-là, je l'aborde sous le fait de réhumaniser sa carrière. Je fais le lien avec ce que tu disais à l'instant, Sophie. Le fait de ne pas montrer ses émotions en entreprise, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un peu absurde parce qu'on sait qu'on ne peut pas cacher ses émotions, qu'elles soient joyeuses ou plus compliquées à vivre. On peut pas les cacher. Ça fait le lien avec une notion que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est celui de la contagion émotionnelle, qui est quelque chose qu'on a beaucoup mis sous le tapis en entreprise. La contagion émotionnelle, c'est quand quelqu'un vit quelque chose en face de soi, il y a tout un écosystème de signaux dans sa voix, dans son visage, dans ses gestes, etc., qui font qu'on va transmettre le message de ce que la personne est en train de vivre. Et ça, qu'on le veuille ou non, en fait, le message, il passe. Donc, se dire que de toute façon, on est des humains qui vivons des émotions au quotidien dans l'entreprise, en fait, c'est pas un choix, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Et je fais le lien avec ce que tu disais, Delphine. Il n'y a pas de réponse toute faite. En revanche,
il y a des émotions très similaires qui sont vécues par tout le monde et la frustration, la peur de pas réussir à aller là où on veut, la fatigue, l'épuisement aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ça, c'est des choses très communes qui reviennent dans tous les cas particuliers, en fait. Donc, on voit à travers ce que tu as dit, Sophie, quand tu parlais de raconter des histoires sur les podcasts. Et ce que j'évoquais sur le fait de raconter les moments où on se sent vivant, les qualités, ce qu'on a mis en œuvre, que c'est un sujet important, parce que quand tu parles de frustration, quand tu parles de peur de pas y arriver, pour avoir confiance dans le fait d'y arriver, il faut pouvoir se connecter à nos forces, en fait. Exactement. Et aussi être soutenu par la communauté quand on parle de lien. Et quand c'est vrai que quand tu fais un podcast, quand tu racontes une histoire aux autres, t'as un miroir qui est fantastique. C'est génial, moi j'adore ces cadeaux. J'adore avoir interviewé quelqu'un. Le podcast est diffusé dans son entreprise et à l'extérieur. Et il me rappelle quelques jours plus tard en me disant « Mais en fait, un tel que je ne connais pas, qui vit à 500 km de moi, m'a écouté, m'a trouvé génial et on s'est trouvé plein de points communs. Mon ami d'enfance que j'ai pas vu depuis 20 ans m'a rappelé. Et ça, mais moi, mon cœur, il fait boum, on parle d'émotion. Alors là, je suis la plus heureuse des femmes, voilà, d'avoir pu générer ça. » Mais justement, je trouve que c'est vraiment passionnant dans tout ce qu'on partage là, ce côté, et c'est profondément émouvant en fait de voir qu'on est en plein cœur de ce dont on parle énormément, qui est la fameuse réhumanisation au travail et du travail, et qu'on est en plein dedans, et à quel point c'est comme ça qu'on va devoir avancer face à tous les défis auxquels on fait face aujourd'hui. Dans tout ce que vous avez dit, on voit à quel point le lien, il est multiple et il a de multiples faces. Il y a le lien entre les gens avec qui on travaille, les liens avec les sujets auxquels on adhère, les sujets pour lesquels on va mettre de l'énergie, pour lesquels on va finalement travailler, puisque on rappelle que la définition finalement la plus universelle du travail, c'est la dépense d'énergie au service d'un but. C'est intéressant ce que tu viens de dire sur cette définition. Est-ce que quand je cuisine, c'est-à-dire j'ai pour but de me faire du bon à manger, je travaille ? C'est une forme de travail, parce qu'il faut aussi distinguer le travail qui est rémunérateur du travail qui est gratuit. Et au final, quand on envisage le travail sous ce prisme-là, on a aussi une réaction, une émotion qui est finalement plus douce que ce qu'on a comme dans l'imaginaire collectif du rapport au travail. Et quand on rentre dans le sujet du lien, on voit à quel point c'est important, et tu parlais aussi tout à l'heure, notamment Sophie, du lien avec le local, avec l'entreprise. Le lien, il est permanent en fait, il est là tout le temps. Il y a le système de l'entreprise où on remarque, où on se rend compte, notamment en coaching par exemple, quand on accompagne des individus ou des collectifs, que vous parliez de miroir, c'est exactement ça. Tout ce qui se passe dans une situation se retrouve dans une autre. Et aujourd'hui, moi, ce que je retiens au final de tout ce que vous avez particulièrement échangé là, c'est l'importance des zones de résonance, là où on va avoir une connexion à soi et aux autres, et qui va être la force et le moteur, la force vitale de la construction collective, puisqu'au final, tout ce lien, il sert à construire ensemble. Par rapport à ce que tu soulignes, je voulais revenir sur un point fondamental, c'est que j'ai commencé par ça. On oppose l'individualisation à la possibilité de faire collectif. Sauf qu'en fait, je pense qu'on fera collectif parce que, justement, on laisse la place à l'individu en tant que tel. Et laisser la place à l'individu, tu as parlé d'une chose, j'entends authenticité, parce que l'authenticité, ça crée de la résonance avec l'autre, et j'entends altérité, qui est la prise en compte de l'autre dans sa diversité en vue de construire une relation qui n'est pas l'empathie, justement, qui n'a pas vocation à construire une relation, qui a vocation juste à entendre l'autre. Et donc, finalement, plus on mettra d'authenticité, plus on mettra de vulnérabilité, plus on mettra d'altérité, et plus on mettra aussi l'occasion de se présenter avec ses forces et de se renforcer et de valoriser ses projets, plus on créera du collectif, parce que plus on va reconnecter des liens. Tu as parlé, Sophie, de quelque chose, et dans une interview, j'ai plus en tête qui c'était, mais qui me disait que il avait eu du mal à faire travailler des personnes ensemble et qui un jour avaient découvert une passion commune qui n'avait rien à voir avec le travail, et que ce jour-là, ces personnes avaient réussi à collaborer. Donc en fait, voilà, et quelque part, de mon regard, et là je m'adresse aux managers, aux leaders, je veux plus vous entendre dire que vos collaborateurs ont un regard trop individualiste. Au contraire, vous avez un fil à tirer, et quand vous les voyez qui sont capables de faire communauté, de créer des réseaux à une vitesse grand V autour de quelque chose, vous avez vraiment des choses à saisir. Donc aujourd'hui, on ne sait que trop qu'on est dans des contextes qui changent énormément. On passe par de multiples crises, on l'a déjà commencé à l'évoquer.
Aujourd'hui, comment on crée du lien dans ces nouvelles modalités ? Moi, la première chose qui me vient, c'est peut-être le plus facile, mais c'est des liens physiques, des rencontres dans la vraie vie. Et en fait, l'entreprise, c'est une communauté de personnes qui ont un intérêt à un moment donné à se retrouver à un instant T dans un lieu, et le lieu s'appelle le bureau. Et je parlais tout à l'heure d'expérience collaborateur. Je suis assez convaincue, je pense qu'on est toutes convaincues autour de la table, que l'expérience qu'on vit dans un lieu transcende le lieu et nous fait vivre un voyage. Et c'est d'ailleurs pour ça que Yemanja, qui est notre partenaire et qui conçoit justement des lieux pour que chacun se sente bien dans ses bureaux et dans cette mouvance-là. Et je trouve que les entreprises ont vraiment à s'interroger sur les moyens de créer des liens et de faire vivre ces liens, que ça soit de manière, on parlait asynchrone avec les podcasts, mais aussi synchrone avec les lieux et les bureaux. Justement, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser à une recherche qui a été faite suite justement à la crise du Covid sur la synchronie cérébrale. C'est ce qui se passe en fait quand on partage un lieu ensemble. On a vu qu'il y avait une dégradation du lien social et une dégradation de cette synchronie. En fait, c'est ce qui se passe entre les individus quand ils travaillent ensemble. Et je vais vous citer la chercheuse qui s'appelle Suzanne Dicker. Elle disait que quand des groupes travaillent ensemble à la résolution de problèmes, ceux qui affichent la meilleure synchronisation intercérébrale sont aussi les plus performants. Et en fait, quand on est ensemble, quand on échange de manière hormonale, en fait, en synchronisation de nos corps, physiquement ensemble, en fait, on réussit davantage de choses ensemble. Et donc, l'importance de se retrouver physiquement tout en s'adaptant à, comme je disais, les nouvelles modalités du travail hybride, de tout ce qu'on sait sur le télétravail et la nécessité de flexibilité des individus, puisque c'est de ça dont on parle beaucoup aussi. Il faut se souvenir qu'on a besoin de ces moments-là et donc des espaces de travail communs. Et c'est une vraie compétence, nouvelle compétence à acquérir. Moi, j'ai beaucoup travaillé en tant que RH, mais aussi en tant que manager, à ces dynamiques collectives pour que chaque manager d'équipe, en fait, s'interroge sur quel est le fonctionnement de mon équipe, comment on se retrouve, comment on crée des rituels qui soient à distance ou en synchrone, et qu'est-ce qu'on y met dans ces rituels. Et quand on se retrouve en synchrone, c'est pour quelle raison, en fait. Et bien souvent, c'est pour une raison de... on retrouve la notion des émotions, c'est pour une raison de vivre quelque chose ensemble. C'est pas pour faire une réunion de travail telle qu'on aurait pu le faire en visio, en fait. C'est vraiment pour tous ces petits moments de café, de small talk, de rigolade, d'innovation aussi, et des choses qui sont impossibles à faire derrière un écran. Et ça fait écho à ce que Google avait partagé pendant le Covid, justement, quand tous ses collaborateurs étaient à distance, confinés. Ils avaient fait une étude en interne qui avait montré la baisse de l'innovation dans l'entreprise. Parce que les gens ne se parlaient plus, parce que les gens ne se voyaient plus à la machine à café, qu'il n'y avait plus les small talk entre deux réunions, et qu'en fait, ces choses qu'on pense insignifiantes sont en fait des ressources considérables pour l'entreprise, quoi. J'avais interviewé un expert en innovation qui m'avait dit le jour où quelqu'un trouve l'idée du siècle assis, les fesses sur sa chaise derrière son écran, appelez-moi. Je pense que ça n'arrivera jamais. Donc ça fait quoi, ça? Delphine, tu voulais rebondir peut-être? Oui, en fait, je pense que ça commence par... tu parlais du manager qui doit recréer ce collectif, etc. Je pense que ça commence par déterminer le leader qu'il veut être. Je m'explique. Tout le monde n'a pas la même appétence pour le collectif. Tout le monde n'a pas la même appétence pour les rituels. Et en fait, trop souvent, les managers se disent qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et ne l'incarnent pas. Et c'est absolument pas authentique, et donc ça ne fonctionne pas. Je discutais il y a bientôt 1 an avec une dirigeante d'entreprise qui changeait d'entreprise et de job et qui avait à cette occasion envie de revoir sa façon justement de faire collectif, parce que pour elle c'était un challenge, pas juste pour elle, mais par rapport à ce qu'elle rencontrait aujourd'hui. Et en fait, on a réfléchi à ces rituels, on a réfléchi de manière la plus incarnée possible par rapport à qui elle était. Mais moi, je trouvais qu'il me manquait un truc, je trouvais qu'on n'avait pas craqué quelque chose. Et juste avant de se laisser, c'était la veille du jour de l'an, elle me raconte ce qu'elle organisait chez elle pour le jour de l'an, qui était fabuleux avec ses amis, ce qu'elle allait mettre en place, etc. Et je lui dis, mais en fait, c'est ça que vous devez mettre en place dans votre entreprise. Elle me dit, mais dans une entreprise? Je dis, mais peu importe. En fait, ce que vous me racontez, c'est votre façon de faire collectif qui fonctionne, puisque vous êtes en train de m'expliquer que tous vos amis viennent et reviennent, qu'ils adorent, que c'est le meilleur moment de l'année,
pas parce que c'est le jour de l'an, parce que vous avez créé ça. C'était sa force. En fait, c'était vraiment la façon dont elle pouvait incarner sa posture de leader pour faire collectif. Alors, ça résonne énormément chez moi ce que tu partages. Et ça, quand tu posais la question, Valentine, de, en gros, comment faire pour réinventer le lien, moi, dans mon approche, il y a vraiment cette notion du cap. Et dans le cap qu'on veut suivre, il y a savoir qui je suis, comment je fonctionne et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, en fait. Mais oui. Et pas aller adopter les books qu'on vous donne, là, qu'on vous vend avec un bon meeting, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Inspirez-vous de ça, mais trouvez ce qui résonne avec qui vous êtes, parce qu'en fait, c'est vous qui apportez quand même l'énergie pour faire collectif. Et puis après, bien sûr, voyez si ça entre en résonance avec votre équipe et adaptez-vous aussi aux personnalités que vous avez dans votre équipe, bien évidemment. Ouais, ça, je trouve que c'est absolument primordial que le manager, il soit vraiment, bien sûr, impulseur, mais aussi il fait partie du collectif. Et donc, créer quelque chose qui résonne pour lui, mais qui résonne pas pour son équipe, voire qui démotive les gens, bah là, en fait, c'est une bonne exemple qu'il n'y a pas de lien entre le manager qui pourtant peut avoir envie de créer des liens et son équipe qui n'est pas du tout sensible à ça. Et moi, j'en vois beaucoup. Enfin, c'est vraiment un chemin à faire dans les deux sens. Je vois parfois des managers qui disent « Ouais, j'ai essayé de faire ci, j'ai essayé de faire ça ». Quelqu'un qui va avoir un état d'esprit très analytique, qui aime les fichiers Excel, les Trello, les choses comme ça, il va utiliser certains outils pour faciliter la transmission d'informations, par exemple, qui est un vrai enjeu dans les équipes. Et il va avoir utilisé des outils comme ça pour créer du lien à sa manière entre les gens. Et sauf que les équipes n'ont pas du tout besoin de ça parce que un mail facile, un WhatsApp, une machine à café, en fait, ça peut être parfois aussi des moments où on peut se transmettre des infos. C'est pas uniquement ça, mais où finalement, quand on va trop processer, quand on va aller dans un travers personnel qui est trop important, bah en fait, au contraire, on casse le lien. Oui, mais alors là effectivement, mais là tu prends des exemples et c'est intéressant. Où on crée le lien à nouveau avec un ordinateur, en fait. Parce que quand on parle de Trello, de tableau, tu vois. Mais il y a des personnes pour qui c'est super important. Bien sûr. Je pense que ça, c'est vachement intégré. Mais il faut aussi intégrer la part du lien humain. Et en fait, convaincue. Là, pour le coup, sur la part du lien humain, ça fait plus de 25 ans que je travaille à côté de managers. J'ai vu plus de dégâts dans le collectif sur des managers qui n'incarnent pas, enfin, qui ne laissent pas parler leur authenticité, que certains qui l'ont trop laissé parler. Parce que authenticité veut pas dire mettre les pieds sur la table, imposer aux autres. C'est toujours dans le respect de l'autre, dans l'écoute de l'autre. Mais c'est super dur. Voilà. C'est super dur parce que ça veut aussi dire d'aller vers l'autre. Donc on peut se dire que quand on est manager, c'est facile d'aller vers les autres. C'est pas du tout le cas pour plein de gens. Et donc, il y a des personnes, leur manière de fédérer des collectifs, ça peut passer par des outils, ça peut passer par des process parce que ils sont, je sais pas, parfois pas à l'aise avec eux-mêmes, pas à l'aise avec la manière d'eux, etc. On en revient à la connaissance de soi. Oui, et puis je trouve que ça fait aussi écho à une question qui est hyper importante, c'est comment est-ce qu'on fait du lien avec des gens qu'on n'a pas choisis, en fait. Ah ouais, ça c'est hyper important. Et parfois avec lesquels on ne s'entendrait pas à l'extérieur de l'entreprise. Comment on rentre en résonance? Mais c'est là l'importance de l'altérité. C'est de s'intéresser à l'autre avec ses différences, sans du tout se renier soi-même, mais dans la vocation d'établir une corrélation, donc de comprendre quelles sont nos similitudes et nos différences, et de trouver sur ces similitudes sur quel terrain on peut aller, en étant à la fois soi-même en tant que manager, et en même temps en tenant compte de la diversité de notre équipe. Pardon, je dis juste, tu dis s'intéresser à l'autre et accepter l'autre tel qu'il est sans le juger. Parce qu'on peut s'intéresser à l'autre, mais si on l'accepte pas et qu'on le juge pas et qu'on le juge, le fondement de l'altérité, c'est de prendre en compte de la diversité. Donc par définition, effectivement, ça passe par le non-jugement. Et ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi, d'où la mission de l'entreprise aussi, de savoir fédérer autour d'éléments non discutables. Aussi. La mission de l'entreprise, le cadre de l'entreprise, sa culture, c'est des choses qui ne sont pas à remettre en cause parce que c'est les fondements de l'entreprise et donc c'est des points communs et même si on s'entend pas avec telle personne pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, en fait on a quand même un socle commun. Ce que tu dis c'est fondamental et ce qui est important, enfin j'ai le sentiment dans ce qu'on a dit quand même, c'est que pour recréer ce lien aujourd'hui par rapport à ce dont on a souffert, et on a quand même beaucoup besoin de repasser par l'émotion, par la découverte de l'autre, mais aussi par la connaissance de soi. Sophie, tu as prononcé tout à l'heure ce mot-là.
Et donc, finalement, on voit bien qu'un sujet qu'on pourrait voir complètement macro, il est fondamental sur un plan macro parce que qui est l'entreprise, comment elle est structurée, qui est sa culture. Mais qu'en fait, ce qui est important, vous qui nous écoutez, c'est qu'en fait, c'est entre vos mains. Et que la création de ce lien, vous avez plein de moyens de la recréer. Vous pouvez être à la tête d'une grande entreprise, vous pouvez être noyé dans une grande entreprise, vous avez presque tout autant un rôle dans la création de ce lien, puisqu'en fait, elle vient un peu de nous tous. Et quand tu dis qu'on a tous un rôle, on a un rôle à jouer dans l'entreprise dans laquelle on agit, mais on a aussi un rôle à jouer dans le fait on doit aussi parfois décider que le système auquel on a contribué pendant des années, à un moment donné, ne nous correspond plus. On n'a plus de lien, ou le lien s'est cassé pour une raison X ou Y, que ça soit avec la mission, avec les gens. Voilà, c'est plus ce qui nous anime, et savoir partir au bon moment. Et ça, c'est super dur. Enfin, la connaissance de soi aide à prendre certaines décisions. Moi, je rencontre pas mal de personnes qui, par peur, par habitude, n'ont pas pris la décision de quitter une entreprise dans laquelle ils étaient depuis 10 ans, 15 ans, et en fait vont jusqu'au burn-out ou à des problèmes de santé mentale assez profonds. Oui. Alors là, tu décris parfaitement les personnes que j'accompagne. En fait, c'est quels sont les freins qui font que je n'accepte pas qu'une étape professionnelle est terminée. Et pour moi, c'est un des postulats de base sur le lien, c'est qu'en fait, ils se font, ils se défont. Et il faut qu'on accepte qu'il y ait des liens qui soient plus éphémères. On s'est fini le modèle de l'entreprise pour la vie. Et nous nous plaignons. Enfin, je veux dire, moi, je préfère qu'on ait des collaborateurs avec lesquels il y a un lien fort, donc un engagement fort pendant 2 ans, et que le jour où il n'y est plus, ils aient le courage de partir. Moi aussi, j'ai vu trop de gens en entreprise rester pour les mauvaises raisons. Et donc, ça veut dire aussi que la responsabilité du lien, elle ne repose pas que sur vous, DRH, que sur vous, dirigeants, que sur vous, managers, ou vous, salariés. Elle repose sur nous tous, et aussi savoir prendre nos propres responsabilités, quoi. Et nos clics et nos claques, parfois. Ce que je retiens de ce que vous venez de dire et globalement de tout ce qui a été évoqué, c'est que la première chose qu'on peut faire pour s'adapter aux nouvelles modalités dont on parlait, c'est déjà de commencer à s'autoriser à s'interroger sur les liens, comme on disait, à soi, aux autres, à l'entreprise. En fait, juste tout simplement de commencer par ouvrir cette question pour voir où on en est et pour voir à quoi on a envie d'adhérer. Être curieux. Très bonne idée. Collectivement, se réunir et se poser la question de qu'est-ce qui nous lie, et comment est-ce qu'on peut rendre ce lien plus fort. Mais c'est une question individuelle et collective. En fait, c'est vraiment indispensable de garder les deux pans parce que, on l'a beaucoup dit, ça part aussi de soi en étant connecté à l'autre. Donc, c'est vraiment un travail à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter pour conclure ? Moi, j'aimerais, pour conclure, Valentine, je te propose, parce que nous sommes un collectif, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de liens en entreprise, mais on est dans une entreprise de plus en plus ouverte. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle doit créer des liens. On doit créer des liens dans l'entreprise, mais à l'extérieur aussi, avec des parties prenantes, pour avoir une notion d'impact, c'est extrêmement important. Ce que je te propose qu'on partage, c'est comment est-ce que nous, on crée un lien au sein d'un collectif. On est 5, de générations, d'horizons, d'expériences, de personnalités différentes. Comment est-ce qu'on crée ce lien, selon vous ? Enfin, selon vous. J'ai ma petite idée, mais je veux d'abord vous entendre. Moi, il y a un pilier du lien entre nous, autour de la table, mais avec l'écosystème auquel on appartient, que ça soit un immeuble, une ville, le monde de manière générale, c'est l'écoute. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans notre collectif So Wow. C'est qu'on a un niveau d'écoute mutuelle et de respect de cette écoute qui est très élevé, qui fait que je me sens vraiment en pleine confiance avec vous, pas jugée, et je me sens aussi très honorée quand je suis dans une posture d'écoute de vos idées, de vos questionnements, etc. Et que ça soit individuel ou collectif aussi quand on... par exemple, fait des épisodes comme ça ensemble, entendre les ping-pong et les différents avis des unes et des autres. Donc voilà, pour moi, un des fondements du lien, c'est l'écoute. Et je pense aussi un de nos fondements, c'est le cadre qui est immuable dont on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, on en parlait pour l'entreprise, mais c'est valable pour notre collectif. Moi, j'en vois 3. Le fait qu'on travaille toutes sur les mutations du monde du travail et des sujets connexes au travail. Personne ne remet ça en question, c'est notre base. On a chacune une expertise différente que personne ne remet en question et qui vient nourrir notre travail ensemble.
et le fait qu'on est chacune indépendante, avec des entreprises indépendantes, et que le collectif naît de tout ça, en fait. Et alors, je reprendrai. Il y a tout ce qu'on ne met pas en question, et il y a notre capacité à tout le temps se questionner, de savoir si on a le bon impact, si on a la bonne place, et si on a le juste apport pour vous qui nous écoutez, pour nos clients. Et donc, il y a à la fois... Et pour nous. Et pour nous. Donc, il y a à la fois ce cadre immuable, mais aussi cette capacité, et ça c'est important quand on est en entreprise, c'est pas se dire les choses sont posées une fois pour toutes, on va pas se re-questionner tous les mois, mais de régulièrement, en tout cas une fois par an, se demander si la façon dont on agit est toujours pertinente, et si on est toujours bien aligné aussi sur le cap et la façon dont on veut agir. Et moi, j'ajouterais que la notion de confiance que tu as évoquée aussi, Sophie, elle est hyper importante. Pour moi, elle fait fondamentalement partie de nos bases. On sait qu'on peut tout partager sur les sujets importants, et on a confiance à la fois dans le regard de l'autre, dans son écoute, comme tu disais aussi. Et je crois qu'on a une grande conscience aussi de ce dont on a besoin. On a choisi de travailler ensemble. En fait, on a été tout de suite consciente des fameuses zones de résonance que j'évoquais tout à l'heure, et on savait ce qu'on était capable de créer ensemble. Donc voilà, moi c'est ce qui me lie à vous. C'est beau. Peut-être un point par rapport à ce que tu dis, parce que les personnes qui nous écoutent doivent dire, moi je suis manager, moi je suis DRH, je choisis pas les dirigeants, je choisis tout le monde. Mais en fait, on s'est choisi sans forcément se connaître complètement. Et c'est important, parce qu'on s'est découvert. On ne se connaissait pas. On se connaissait pas. Donc ça veut dire que on s'est pas choisi parce que on est amis depuis 20 ans. Et on a su créer les résonances et la confiance malgré nos différences. Et est-ce qu'on se serait choisi tel qu'on choisit ses amis ou sa famille ? J'en sais rien, je sais pas vous dire. Mais ça veut dire aussi que on peut aussi créer ça avec des gens qu'on n'a pas complètement choisis. Mais on peut choisir de faire collectif avec eux. Je suis complètement d'accord. Et pour moi, ça m'évoque que dans l'entreprise, globalement, j'ai entendu beaucoup de témoignages là-dessus. C'est que, tu parlais de communauté aussi tout à l'heure, en entreprise, on peut aller chercher où on va avoir une communauté avec laquelle on a envie d'être en résonance et dans laquelle on a envie d'entrer. Et la RH que je suis pense recrutement. Et donc, quand on recrute des nouvelles personnes, c'est exactement ça ce dont c'est le principe que tu décris, Delphine, c'est que on choisit de recruter quelqu'un parce qu'on pense qu'elle a, sur la base de X entretiens, de ce qu'on a vu, les valeurs, les compétences et l'aspiration à nous rejoindre. Et quand on est un talent, on choisit une entreprise aussi sur la base des échanges qu'on a eus, sans connaître 100% de l'entreprise ou du talent qui nous rejoint. Donc c'est un peu un pari aussi. Oui. Et vous, chers auditeurs et auditrices, quelle toile avez-vous envie de tisser pour votre monde ? Nous aimerions beaucoup connaître vos réponses. N'hésitez pas à nous contacter. Et de toute façon, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est Jeanne Le Taf qui vous parle. Pour ce 3e épisode en collectif, je n'ai malheureusement pas pu être présente lors de l'enregistrement, alors je vous propose d'apporter mon regard sur la discussion en soulevant des points qui ont fait écho avec certaines de mes idées. La première question qui se posait est celle du pourquoi. Pourquoi la question du lien en entreprise est-elle si importante ? Plusieurs idées ont été partagées comme l'impact du Covid sur les liens du quotidien et ses conséquences, l'importance pour un manager de créer des liens avec son équipe et le parallèle avec la notion de tribu ou de communauté pour nouer des liens de qualité et faire collectif. Et sur ce dernier point, la première chose qui me vient à l'esprit est le parallèle qui peut exister entre les liens dans l'entreprise et les liens qui existent dans le monde du travail indépendant. Contrairement à la plupart des gens, j'ai commencé ma vie pro en étant freelance pendant 3 ans avant de me tourner vers l'entreprise pour mieux comprendre les mécanismes qui se jouaient dans un contexte de transformation profonde du monde du travail. Et j'ai toujours été convaincue que les freelances ont beaucoup à apporter à l'entreprise pour répondre aux enjeux RH actuels. Et ici, c'est intéressant d'observer que du côté des indépendants, le travail en collectif se développe énormément avec la création de communautés d'indépendants plus ou moins vastes, de collectifs et des façons de créer des liens parfois originales, comme par exemple se retrouver par quartier au sein d'un espace de travail pour la journée, ou encore passer une semaine dans un cadre de travail différent pour allier travail et activités propices à créer ou nourrir des liens autres entre les individus. La seconde question qui s'est posée dans l'épisode est celle du comment. Comment créer du lien ? L'épisode est déjà très riche d'idées et de bonnes pratiques, alors j'espère que vous avez pu prendre des notes. On a parlé notamment de l'importance des liens physiques,
de fédérer au niveau local tout en créant du lien avec l'entreprise, et cela peut passer notamment par le podcast. On a aussi parlé de l'importance de se connaître, d'être un leader dans l'authenticité et l'altérité, au sens d'accepter les différences de l'autre sans juger, ou encore du rôle de l'entreprise pour fédérer et créer du lien autour de choses immuables et indiscutables, telles que la mission, les valeurs, etc. Personnellement, je crois que sur cette question aussi, le travail indépendant a à nous apprendre pour créer des liens plus sains en entreprise, en questionnant le lien contractuel, entre guillemets, qui existe et qui impacte, selon moi, le lien humain. Je m'explique. Pour moi, le lien de subordination employeur-employé qui régit le contrat de travail est à la fois nécessaire légalement et à la fois assez néfaste pour la création de liens humains sains et authentiques en entreprise. Si on prend le sujet par le prisme de toutes les étapes de l'expérience collaborateur, du recrutement à la sortie, je crois qu'il est fondamental d'instaurer dès le départ une relation humaine d'égal à égal, d'adulte à adulte, pour créer et nourrir des liens sains et préserver la santé mentale des salariés, exécutants, experts ou managers. Cela passe par exemple par un changement de posture dès les entretiens de recrutement, en évitant une série de questions descendantes et en laissant place à de vrais échanges et à une certaine part de vulnérabilité, en donnant l'exemple côté recruteur et côté manager. Encore une fois sur ce sujet, la relation qui existe entre les freelances et leurs clients est très intéressante à observer pour s'inspirer et assainir les relations et donc renforcer les liens au sein de l'entreprise. Cela rejoint l'idée partagée dans cet épisode de réhumanisation des liens, en permettant à chacun d'être soi et d'exprimer ses émotions au travail. Personnellement, plus j'avance dans ma vie professionnelle, plus il m'apparaît comme fondamental de travailler au quotidien en restant soi-même, et donc d'intégrer une équipe et une entreprise dans laquelle on sent qu'on est autorisé à l'être et accepté dans sa singularité. Enfin, la dernière idée sur laquelle je souhaitais rebondir est celle de l'importance de connaître et de comprendre les métiers des autres membres d'un collectif pour nouer des liens et bien fonctionner en équipe. C'est je crois Delphine qui en parlait et j'ai eu une expérience assez parlante récemment chez Enedis d'une équipe composée de plein de métiers différents qui souhaitait qu'on les accompagne pour résoudre et dynamiser l'équipe car ils n'arrivaient plus à fonctionner ensemble et à s'entendre. En creusant, on s'est aperçu que c'est parce qu'ils ne connaissaient pas les métiers et problématiques de chacun. Nous avons donc proposé d'animer des ateliers en équipe complète pour présenter chacun leur travail, métier et problématiques, pour ouvrir de nouvelles idées, de processus métiers pour fonctionner ensemble. C'est un exemple, mais qui peut être adapté à d'autres situations d'entreprise et être un bon moyen de créer des liens individuels et collectifs et de la dynamique dans une équipe. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page LinkedIn du collectif SOWO. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous.